Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle présentation vidéo consacrée à l'apprentissage et la découverte de la mise en place des principaux services sous Linux Debian. Nous allons aborder l'installation et la configuration minimaliste du service DHCP, donc sur cette machine Linux Debian qui est présente ici. Alors, pour commencer, ce qu'il faut dire, c'est que on doit être connecté à Internet dans un premier temps pour pouvoir aller chercher le package qui constitue en fait cette application, mais que dès lors qu'on aura fini d'aller installer, et donc pour ça on a besoin d'Internet, et ben on se déconnectera et on se mettra dans un mode restreint pour ne pas envahir le réseau local sur lequel je me trouve, sur lequel vous vous trouverez avec vos essais de DHCP. Donc on se mettra en mode privé ou en mode interne si vous êtes par exemple dans VirtualBox, et il vous faudra pour faire les tests un poste client qui sera également dans le même mode pour être en relation directe avec votre nouveau serveur. Donc dans un premier temps, je vais installer, donc alors toujours commencer par une synchronisation par rapport au dépôt internet, et ensuite apt search. Donc si je tape apt search DHCP et que je fais entrer, je vois pas mal de choses. On peut voir pas mal de choses, et si on monte un peu, on peut voir un client DHCP ici. Alors nous on veut pas d'un client, on veut un serveur, donc il suffit de descendre un petit peu en bas ici et vous avez trouvé le serveur. Donc ce serveur s'appelle isc-dhcp-serveur, et du coup vous avez en fait ici le meilleur service DHCP, en tout cas le plus répandu, mais censé être le meilleur par réputation. On a un service ici qui est identique, en fait KEA, en fait qui est fait par le même consortium ici, qui est plus récent et qui permet d'autres choses, donc ça fera l'objet d'une future présentation, mais pour l'instant on va se cantonner à utiliser notre serveur classique. Donc on a son nom, on va le chercher, isc-dhcp-serveur, l'installation est rapide, et il va envisager un démarrage derrière qui va se solder par un échec, et ce qui explique toute la belle couleur rouge que l'on voit dans cette région là de l'écran, et le mot clé failed ici qui nous montre qu'il y a un échec ici également. Donc on va aller déjà dans le dossier etc qui est le dossier où on va trouver notre configuration, et on va s'arrêter quelques instants sur une réflexion. Notre serveur étant lui-même client DHCP, si on le laisse comme ça, c'est pas très prudent, parce que il va obtenir une adresse IP fournie par lui-même, c'est-à-dire qu'il va s'auto-entretenir. Alors c'est pas une impossibilité technique, hein, ça doit marcher, mais c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'on pourrait prendre le risque qu'il change d'adresse IP alors qu'on est en train de travailler avec, en étant connecté, ou bien qu'on sait qu'il a une IP à laquelle on s'attend pouvoir le trouver tout le temps, alors que ce serait plus vrai. Donc pour changer l'adresse IP, il faudrait aller dans le fichier network, dans le dossier network, et modifier le fichier interface qui pourrait nous permettre donc de fixer une IP. Donc je vais le faire, hein, on va essayer de respecter ce concept, et ici donc on va changer ce mot pour mettre une adresse IP statique, et on va indiquer une adresse. Alors par exemple pour nos essais on pourrait mettre une adresse comme celle-ci par exemple. On va mettre un masque, on pourrait mettre alors hop, on pourrait mettre par exemple celui-ci, allez, on va mettre un masque CIDR de classe C, voilà. Donc voilà, donc bon, c'est un choix
complètement arbitraire, c'est quand même dicté par le respect de certaines bonnes pratiques, notamment la règle RFC 1918. Donc j'ai mis cette adresse, donc je vais la retenir avec ce masque, et je vais faire en sorte que mon serveur DHCP fonctionne sur ce réseau. Alors, une autre remarque, il faut retenir que le nom de la carte c'est ENP0S3, il va être nécessaire de l'indiquer quelque part. On quitte, on enregistre. Alors si je redémarre ma machine ou mon service réseau à ce stade des opérations, je perdrai l'accès de cette fenêtre. En fait, cette fenêtre sera bloquée, parce qu'en réalité, je ne suis pas connecté directement sur la machine, mais je suis connecté à distance. Je vais vous montrer, en fait, hein, je suis connecté par ce biais-là. Donc, je me reconnecte. Nous avions vu ça en début de présentation sur cette série d'articles consacrés au déploiement de services sous cette machine Linux. Mais pour l'instant, je vais m'abstenir de redémarrer parce que sinon je perdrai la connexion, ce qui rendra les choses un peu compliquées. Alors, donc je vous rappelle que il faut se souvenir de notre carte réseau qui s'appelle donc ENP0S3. ENP0S3. Donc maintenant que nous savons tout ça, on va dans le dossier etc default. Dans ce dossier, nous devons trouver un fichier qui s'appelle ISC DHCP serveur. On va ouvrir ce fichier, c'est la première chose que je vous suggère de faire. Et on va voir que pratiquement l'intégralité est commentée par des dièses en début de ligne. Mais nous, on peut constater ici qu'il y a deux lignes qui ne sont pas commentées. Et alors, il y a une ligne qui concernerait les interfaces qui seraient configurées en IPv6. Alors moi, j'en ai pas, en tout cas, j'en ai pas envie pour ma config, donc je le commande cette ligne. Je vais donc conserver celle-là et je vais indiquer à l'intérieur des guillemets le nom de la carte. Alors là, j'ai fait une erreur, hein, il ne faut pas la mettre en majuscule. ENP0S3. Voilà. À ce stade-là, mon service, lorsque je voudrais le redémarrer, saura que c'est sur cette carte et pas sur une autre qu'il doit essayer de se mettre en relation. Donc j'enregistre, je vais redémarrer le service. Donc on peut le faire comme ça, on a vu plusieurs reprises. Donc le service ici. Et je m'aperçois qu'en faisant ça, il y a une erreur. Alors, en fait, si je le démarre, avec cette autre syntaxe qui revient au même, il ne faut pas mettre le point service dans ce cas-là, on va avoir les mêmes symptômes. Et donc, si par exemple je fais ça, je peux voir qu'il y a du rouge, donc il y a un problème. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Difficile de le comprendre, mais en fait, ça va devenir évident, vous allez voir dans quelques instants. Donc, un DHCP, ça ne fonctionne pas sans configuration, bien entendu. On va donc aller dans le dossier qui concerne le DHCP. Donc, c'est là-dedans qu'on va établir notre configuration. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce dossier? On trouve plusieurs dossiers, deux exactement, celui-là, celui-ci, et on trouve plusieurs fichiers, celui-là, celui-ci, celui-là, celui-là. Donc on élimine déjà le debug, qui est en fait un fichier d'observation, on élimine ce fichier-là qui concerne le DHCP mais côté client, et il reste donc ces deux fichiers, et en les observant, on comprend que celui-ci il correspond au DHCP lorsqu'on est en mode IPv6, ce qui ne nous intéresse pas pour cette présentation. C'est donc sans ce fichier là qu'on va établir notre config. Donc on va ouvrir ce fichier et rappelons avant de se lancer que nous ce qu'on cherche à établir c'est une configuration minimaliste pour une découverte, pour une prise en main, pour voir directement un fonctionnement.
Donc, nous voilà dans ce fichier qui est un échantillon de configuration. Donc, beaucoup de commentaires, mais très intéressant parce que ces commentaires nous apportent en fait de l'aide. Donc, ça commence ici à être activé. Il n'y a plus de dièse là ici, donc ces deux lignes sont activées. Alors, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'éliminer pratiquement tout et de garder un bloc pour éviter de faire des erreurs de saisie quand vous allez taper. Parce qu'il y aura pas mal de choses à taper, même si on fait une config minimaliste. Alors, regardez, on a un beau bloc ici, qui est pas mal du tout, et qui pourrait nous servir à déployer notre config. Donc on va le garder, et je vais enlever tout ce qui est en dessous. Alors, faut faire attention, voilà. Et je vais enlever presque tout ce qui est au-dessus. Je vais garder 2-3 petites choses, vous allez voir. Alors déjà, je vais garder ces deux lignes. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc, j'ai même pas besoin de les garder d'ailleurs, puisque en fait on les retrouve déjà ici, à peu près, hein, les mêmes. Donc on va les enlever également. Voilà. Et là je me retrouve avec un bloc que je vais décommenter, en n'oubliant pas de décommenter l'accolade qui est ici. Je vais pousser cette accolade ici, de façon à la mettre en face de celle à qui elle correspond. Je fais gaffe de ne pas faire d'erreur ici, et je vais établir ma config minimaliste. Alors ma config minimaliste, elle se fait en, je dirais, en deux temps. Le premier temps, c'est d'indiquer le réseau sur lequel nous sommes. Donc nous, on avait le réseau 10.000 avec un masque de 255, 255, 255. Donc on a un petit ajustement à faire pour que ça corresponde en fait à la version qui est déjà indiquée ici. Premier temps, voilà ce que nous avons fait. Et ici, vous voyez qu'on ouvre une accolade. Donc maintenant, tout ce qui sera emprisonné entre cette accolade et celle-ci va constituer en fait notre config. Celle-là, qui est l'accolade fermante. Donc notre config, il y a deux choses à faire dedans pour une config minimaliste. Définir l'étendue des adresses que nous voulons donner. Alors par exemple ici on voit qu'on a l'adresse 10.5.5.26 à 10.5.5.30, c'est complètement aberrant là ce choix, mais ça va me suffire moi pour faire mes tests, et comme ça correspond bien au réseau 10, je pourrais le laisser. Cela dit, vous voyez ici 10.5.5, et moi compte tenu que je suis sur un réseau 10.0.0.0, compte tenu de mon masque ici, je suis obligé de mettre ça à 0 pour être en conformité, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Donc voilà ma première opération. Maintenant, il me reste à définir des options. Alors ici, on voit qu'il y a 4 options. On peut les séparer un petit peu pour mieux les comprendre. 4 options. Une qui va indiquer quel est le nom du serveur DNS que les clients devront prendre en compte. Alors, on peut donner un nom, on peut donner une IP. Disons que si on donne un nom, il faut que le serveur DNS soit déjà opérationnel pour qu'il puisse lui-même traduire ce nom en adresse. Puisqu'au final, les clients ont besoin de l'adresse. Même si vous leur donnez le nom, c'est l'adresse qu'ils veulent. Donc moi je pense que c'est plus raisonnable de donner directement une adresse dans ce cas-là. Alors, on pourrait donner par exemple celle-ci qui correspond à la très célèbre adresse fournie par Google et qui concerne un serveur DHCP public. Donc voilà. Alors si on veut donner par exemple 2 serveurs DNS, on peut aussi faire comme ça. On met un espace, une virgule, et on donne le deuxième serveur comme ça. Alors en fait non, on met une virgule en espace, comme ça. Voilà. Et on n'oublie pas le point virgule qui est au bout. Ensuite, deuxième option, on peut donner un nom de domaine. Alors un nom de domaine, par exemple ici on a un exemple, nous on va l'appeler labo dhcp.local par exemple. On va voir si ça marche. Hein. Ce nom est totalement choisi au hasard. On peut indiquer un routeur.
Alors le routeur serait la passerelle par défaut des postes clients, donc en toute logique, ça devrait être quelque chose comme ça. Alors ça pourrait être lui par exemple. Alors attention, là c'est des options, donc je suis pas obligé de les mettre bien entendu. Et on peut donner une adresse de broadcast, mais qui serait donc pour nous en fait voilà. Si vous êtes capable de calculer le broadcast en fonction des paramètres que j'ai mis là-haut, vous serez d'accord pour dire qu'il s'agit bien de l'adresse de broadcast du réseau. Alors en fait, cette ligne-là, elle est totalement superflue, parce que elle ne donne pas une adresse particulière, elle donne l'adresse de broadcast, et cette adresse de broadcast est de toute façon systématiquement calculée par les postes clients. Donc c'est vraiment du superflu. Dans le cas où elle est tout à fait naturelle, si l'adresse n'est pas une adresse particulière, j'ai pas besoin de mettre cette ligne là. Donc je peux la commenter, mais dans la pratique je la supprimerai totalement. Ensuite, on peut discuter également des deux premières lignes. Elles sont facultatives mais quasiment indispensables, au moins celle-ci. Au moins celle-ci, parce qu'elles vont indiquer à mes postes clients dans l'ordre deux serveurs DNS qu'ils vont pouvoir utiliser pour tenter de résoudre des noms de domaine, et c'est indispensable, notamment quand on veut surfer sur Internet. Donc cette ligne est indispensable si on est en relation avec Internet, ce qui est souvent le cas. Celle-là, alors celle-là devient très facultative, on va dire, parce qu'elle va apporter ce nom au poste client comme en fait suffixe à leur nom de machine. Donc si votre poste client s'appelle, mettons, PC1, il s'appellera donc pc1.labo.dhcp.local, dès lors qu'il aura reçu cette information. Donc voilà la deuxième opération, c'est de réglage des options. Et la troisième chose, c'est de définir des temps en secondes, 600 secondes, qui fait donc 10 minutes. Alors ce temps, il doit être stratégiquement choisi en fonction de ce qu'on veut faire, en sachant que plus le temps est court, plus du trafic sera généré, puisqu'il faut périodiquement que les postes clients fassent des renouvellements d'adresse. Donc on mettrait un temps plutôt qui se chiffrerait en heures, mais je dirais qu'ici pour nos tests ça n'a pas d'importance. Donc ce temps ici en secondes va être le temps pendant lequel une adresse IP sera réservée à un client qui en aura fait la demande. Donc si un client fait une demande, il aura une adresse pour 10 minutes, c'est-à-dire 600 secondes. Maintenant, cette ligne-là indique un temps maximum. Ici j'ai mis 7200, alors on pourrait réduire, hein, mais il faut que ce soit au moins supérieur à ça. Au moins égal, pardon. Donc voire supérieur. Alors par exemple, on pourrait mettre 800. Donc ce temps de 800 secondes permettrait de fixer une limite maxi à ne pas dépasser par le client de l'utilisation de l'adresse. Alors on peut se demander, mais oui, mais comment se fait-il que si je lui dis que c'est 600 secondes, je sois obligé de lui dire que c'est 800 ici? Tout simplement parce que le client a la possibilité, par configuration, d'exiger une durée lui-même. Par exemple, un client pourrait faire une requête en exigeant une durée, mettons, de 8 jours. Donc à ce moment-là, elle dépasserait largement la durée ici fixée par défaut. Donc si ce client, j'ai pas prévu une limite, il aura l'adresse qu'il réclame pour 8 jours. Si je veux fixer une limite, c'est de cette manière-là que je le fais. Donc c'est une sécurité, je dirais, qui permet d'être certain qu'il n'ira pas au-delà de ce temps, quoi qu'il arrive, même si le client a une exigence de plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois éventuellement. Donc ça fixe en fait une durée limite d'utilisation d'une adresse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le client arrive à échéance de ce temps? Il doit réclamer la reconduction de son bail s'il est toujours allumé. C'est-à-dire si le poste client est toujours en activité, à ce moment-là, il doit demander une reconduction. Donc ça s'établit automatiquement. Mais si le poste client n'est plus présent au moment où le bail arrive à échéance, et ça veut dire que quand le client se représentera, il sera obligé de refaire une requête d'obtention d'une nouvelle adresse. Et dans ce cas-là, il pourrait très bien se voir attribuer une nouvelle adresse différente de la précédente, ce qui est quand même assez
peu souvent le cas, mais qui peut parfaitement arriver. Petite précision, pourquoi un client obtient souvent la même adresse, même à plusieurs jours d'intervalle? Parce que, à la fois côté client, mais aussi et surtout côté serveur, c'est-à-dire ici, il va y avoir une journalisation qui va en fait notifier et consigner toutes les correspondances obtenues par les clients, de façon à ce que si un client se présente pour faire une requête, on vérifie si c'est un client déjà connu, et si c'est un client déjà connu, on va lui donner l'adresse qu'il a déjà eue précédemment. Voilà. Alors, on a fini ici notre config minimaliste, mais on pourrait donc enlever cette ligne-là, celle-là, celle-là, et celle-ci, et même ces deux-là. Alors, on vérifiera après si c'est le cas. Pour l'instant, on garde tout ça, on enregistre, on sauvegarde, et on va tenter de redémarrer le service, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc le service met une erreur, on va aller voir dans le journal, on s'aperçoit que pour l'instant c'est pas très clair au niveau de l'erreur, mais il y a toujours une erreur, et du coup il nous faut aller voir plus précisément le journal concerne le service DHCP. Donc journal ctl-u ISC DHCP service, pardon. Donc là, regardons. Ici, il nous dit qu'il exécute le serveur IPv4, IPv6. Donc, il nous demande, entre parenthèses, de configurer les interfaces dans le fichier etc DHCP default. Alors ça, on l'a fait. Hein. Il nous le demande, mais en fait, ça a déjà été fait. Et on voit qu'il n'a aucune déclaration valide pour cette carte dont voici l'adresse. Et du coup, il ignore les requêtes. Mais maintenant, si on examine ce message, on se dit que oui, c'est vrai, en effet, on est d'accord avec lui, parce qu'on n'a pas déclaré de sous-réseau correspondant à cette adresse. Nous, on a déclaré un sous-réseau qui correspondait au réseau 10.0.0.0. Donc c'est l'adresse que nous avons prévue, mais qui n'est pas encore l'adresse du serveur. Rappel des faits. Le serveur, il y a quelques instants, nous avions commencé par indiquer que cette carte, cette fameuse carte ENP0S3 là, possède telle adresse. En associant au masque, on en déduit le réseau, qui est 10.0.0.0. Mais en réalité, c'est inscrit ici, mais la machine ne le sait pas encore, puisque je n'ai pas redémarré le service. Donc, ne redémarrant pas le service, elle ne peut pas valider cette adresse, et du coup, lorsque je lui demande de démarrer son serveur DHCP qui est configuré pour fonctionner en rapport avec ce réseau, il échoue. Et voilà pourquoi on avait cette erreur. Donc, je vais ouvrir la fenêtre de VirtualBox, parce que cette fenêtre, vous allez voir qu'en fait je vais perdre le contrôle dès lors que j'aurai démarré mon service. Donc je vais, alors si vous avez manqué un épisode, cette fenêtre en fait pilote la même chose que celle-ci, mais d'une manière différente, mais c'est exactement la même machine hein, qui est ici. On peut le voir tout de suite. Par exemple, si je vais dans ETC DHCP et que je fais nano dhcpd.conf, je retrouve mon fichier de tout à l'heure. Donc je vais redémarrer le fichier, enfin le service DHCP. Et là, si tout va bien, il devrait fonctionner. Alors, tout ne va pas bien. Manifestement, on a toujours une erreur. Mais c'est sans doute une erreur différente de tout à l'heure. Alors en fait, non. Pardon. Je fais une erreur de stratégie de manipulation. J'ai redémarré le service DHCP, mais avant, ce que je voulais faire, c'est en fait démarrer le fichier, le service qui pilote le réseau. Pour justement que l'adresse de ma machine change. Petit rappel, l'adresse de ma machine est actuellement 192.168.1.57 et ça devrait être 10.0.0.250, c'est l'adresse que nous avons spécifiée dans son fichier.
de config. Donc je redémarre non pas le service DHCP, mais le service networking. Alors à ce stade là, c'est maintenant que j'ai perdu la main. Vous voyez cette fenêtre là, j'appuie sur la touche entrée là, je sais pas si on entend, et ça ne marche plus, elle ne réagit plus puisque je ne suis plus connecté sur cette adresse. Donc on va se concentrer sur cette fenêtre et on va redémarrer le DHCP maintenant. Et là normalement, si tout va bien, on n'a plus d'erreur. Bon, alors on a toujours une erreur. On va essayer de voir où est notre erreur. Et a priori, on a une erreur qui semble toujours être la même. Sauf que l'évolution, la première ligne rouge qu'on peut voir ici, c'est que c'est le même message que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure il nous indiquait l'adresse 192.168.1.57, et là il nous dit qu'on n'a pas d'adresse IPv4. Alors ça voudrait donc dire que l'attribution d'adresse a échoué, et on va vérifier. Et effectivement, on n'a pas l'adresse qui était pressentie, il a gardé l'ancienne, mais elle n'est plus active, puisqu'on a été déconnecté, donc il y a une espèce de loupé. Alors, qu'est-ce qui peut s'être passé? Plein de choses. On pourrait avoir en fait provoqué un conflit, mais ce n'est pas le cas puisqu'on n'a que cette machine là. Donc première hypothèse semble pas être la bonne. Deuxième hypothèse, on a pu créer une erreur de configuration dans notre fichier interface, et ça peut être alors n'importe quoi. Donc on va examiner cette piste là. Donc on va dans le dossier network, on va ouvrir le fichier interface et on va se polariser ici sur notre carte pour vérifier que on n'a pas fait d'erreur de syntaxe. Donc a priori, ce qui est important, c'est de bien mettre 2D ici, 2S ici, d'indiquer une adresse ici qui est cohérente, et de mettre le masque ensuite cohérent, en tout cas en cohérence avec notre adresse. Là c'est le cas. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a cette erreur, et je reviens sur l'hypothèse numéro 1. Et alors on va tenter de redémarrer le service networking. Et on s'aperçoit qu'on a toujours notre adresse NP0S3. Alors dans un cas comme celui-là, il faut forcer la carte à 0. Alors on peut la désactiver, on peut faire en fait pas mal d'opérations, mais nous, en rappelant que notre vidéo a pour vocation de montrer les bonnes pratiques et sans préparatif particulier, donc j'avais expliqué en début que on serait soumis à des aléas. Je peux faire des erreurs, je peux faire notamment des fautes de frappe par exemple, et il peut arriver des soucis, je dirais dus à l'environnement, et c'est ce qui est probablement en train de se passer. Donc plusieurs possibilités: redéfinir une adresse IP forcée pour la carte réseau, redémarrer, etc. Mais au global, le plus important pour nous est d'envisager de mettre une adresse IP dans le fichier de config, ce que nous avons fait, et donc on va redémarrer notre machine. Alors on peut le faire comme ça, et on va voir ce qui va se passer. Donc ça va être assez rapide parce que c'est une machine qui est peu chargée. C'est principalement l'analyse de disque qui prend le plus de temps. Nous voilà revenus. IP address show en abrégé.
Voilà, l'adresse IP a effectivement changé, elle est bien en 10.0.0.250. Donc on va pouvoir donc redémarrer avec cette méthode là, par exemple le service, et cette fois-ci espérer qu'il n'y a plus de message d'erreur. Donc c'est le cas, donc plus de message d'erreur. Alors maintenant on va faire des tests. Je réduis temporairement ma fenêtre pour vous montrer que je vais modifier ici, donc je suis venu ici, j'ai fait un clic droit, je vais modifier le réglage réseau pour caler ma machine non pas en pont mais sur un réseau interne. Alors par exemple celui-là, je touche à rien mais je me mets en réseau interne, donc vous retenez le nom qui est ici, et je vais caler une machine client virtuelle. Alors pour ça par exemple, je pense que on pourrait prendre celle-ci. Donc je vais caler une machine client. Donc de la même façon, je vais modifier sa carte réseau pour la mettre en réseau interne avec le même nom qu'on avait pu voir tout à l'heure. Donc cette machine là est calée comme celle-là. Hein, donc on peut voir sur cet écran, il faut... Alors, je vais peut-être réduire un petit peu pour qu'on puisse voir ça en côte à côte. Donc on est sur le même réseau. INTNet ici, réseau interne. INTNet ici, réseau interne. Donc les machines sont calées. Le service DHCP est activé ici. On va ouvrir une session sur la machine cliente. Je ne sais pas s'il y a un mot de passe sur cette machine. Je crois que oui, je suis pas certain, on va voir. Et on va aller vérifier sa configuration réseau pour contrôler si elle obtient une IP ou pas. Voilà, donc il y avait un mot de passe que voici. Donc, configuration réseau. Une simple machine Windows XP sert à faire le test. J'ai pas eu besoin de quelque chose de plus compliqué. Je vais demander une obtention automatique de l'adresse ainsi que les adresses des DNS. Et si on se souvient bien, et si on se souvient pas, on peut le remettre ici. Nous avions défini les paramètres 8.8.8.8 et 8.8.4.4 pour le DNS, le nom de domaine labo dhcp.local, le routeur 10.0.0.1. Donc on va voir si c'est ce qu'on obtient lorsque cette machine va se connecter. Alors, un peu agrandi la machine ici. Et on va ouvrir une ligne de commande pour vérifier ça. Mettre au début du disque pour que ce soit plus facile à lire. Et on va faire ipconfig. Donc, regardons. On obtient l'adresse 10.0.0.27. Le masque est correct. La passerelle est correcte. Et si on veut en savoir un petit peu plus, on ajoute l'option All. Et on va regarder tout en bas. En bas, en remontant sur les 3e et 4e lignes, on voit les serveurs DNS, et sur les deux dernières lignes on voit la durée du bail. Donc ici on voit que ici la date, alors il n'est pas forcément la date réelle, mais l'intervalle par contre est bon, il y a 10 minutes, c'est les fameuses 600 secondes qu'on a pu voir. On voit en fait ici les 10 minutes. Date d'obtention, date en fait de l'expiration, donc 10 minutes ici. Voilà. Alors, on va être prêt à conclure en fait cette première présentation. J'avais voulu montrer que il était possible de faire quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Donc on va dépouiller au maximum notre fichier. Donc vous voyez là, j'ai juste laissé l'étendue et le subnet. Donc j'enregistre
je redémarre le service. Je vais retourner sur le poste client. Je vais libérer l'adresse que j'avais récupérée tout à l'heure avec cette commande. Donc la machine va restituer l'adresse. On va se retrouver sur le poste client avec des adresses à 0. Donc on peut voir ici. Et on va demander un renouvellement. Donc ça devrait fonctionner néanmoins, malgré que le serveur DHCP est dépouillé de ses réglages. Donc ça fonctionne, mais vous voyez qu'effectivement c'est beaucoup plus simple que tout à l'heure. Si on fait ipconfig /all, eh ben, on a le bail, mais il n'y a plus d'informations concernant le nom de domaine, qui était ici en fait. Il n'y a plus d'informations concernant la passerelle, qui était ici, et il n'y a plus d'informations concernant les DNS, et ils ont même disparu du descriptif ici. Donc ça continue à fonctionner, mais de manière beaucoup plus minimaliste. Et quant au bail, ben ici on voit qu'on a un bail par défaut en fait un peu moins d'une journée en fait ici, alors que tout à l'heure on avait 10 minutes. Donc il y a un bail par défaut ici qui est fixé. Donc c'est un bail de une dizaine d'heures et une douzaine d'heures, et du coup on a un service DHCP qui est ultra simplifié pour le coup, mais qui néanmoins fait le job correctement. Donc il est super simple, mais il fonctionne. Donc c'est bien la démonstration de la simplicité de fonctionnement de ce service. Alors pour finir là-dessus, on va volontairement mettre une panne, par exemple, une panne, ça pourrait être une faute de frappe qui serait symboliquement, par exemple, voilà, je vais faire ça. Donc, ça saute pas aux yeux, mais ici j'ai mis un O au lieu d'un 0. D'ailleurs, je crois qu'on pourrait mettre un petit O, ça se verrait encore plus. Mais donc ici, vous voyez, alors si je le fais ici, ça se voit. Mais si je le fais au bout, là, ça se verrait pas, parce qu'il n'est pas associé à d'autres héros. Donc vous voyez là, si on ne fait pas attention, on ne voit pas la panne. D'accord? Mais elle est quand même là, nous le savons, puisque vous m'avez vu la faire. Je vais redémarrer le service. Alors immédiatement, il y a une erreur. Et si on va voir dans le journal ce qui se passe, alors est-ce que j'ai possibilité ici de le voir? Alors il pointe bien l'erreur, hein, si vous regardez bien. La ligne rouge à peu près au centre de l'écran indique bien un petit curseur sous le 0 ici. Alors évidemment quand on voit ça, on se dit mais non, tout va bien. Parce qu'on ne voit pas que c'est différent d'un 0. Mais vous qui le savez, vous qui avez assisté à la panne, la panne est évidente et elle est révélée. Donc c'est quand même précis, et j'ai volontairement fait cette panne précise pour vous montrer le degré de fiabilité du débugger, en fait, du système qui est capable d'authentifier, de localiser l'erreur. Et alors, conséquence de cette panne, le serveur ne marche plus, donc le poste client au bout d'un moment, lorsqu'il faudra qu'il renouvelle son bail, alors je ne vais pas attendre 12 heures pour faire ça, je vais forcer un relâchement, comme si la machine était arrivée à expiration et qu'elle décide de renouveler son bail. Bah évidemment, ça va pas aboutir, et la machine va s'auto-configurer sur un réseau restreint avec la technologie APIPA, et j'aurais donc quitté mon réseau 10.00. Donc évidemment les conséquences, c'est plus d'accès au réseau, plus d'accès à internet, plus d'accès au poste serveur environnant, plus rien du tout. Tout ça pour cette petite erreur de DHCP qu'il me faudra corriger pour remettre en marche mon service. Voilà. Donc, voilà la réparation. Sur cette démonstration, on va stopper ici la présentation. Alors comme à l'habitude, je vous invite à
reprendre point par point les étapes essentielles de cette présentation. Voilà, pendant que je vous explique ça, on voit la réaction de ma machine XP qui a été obligée de se débrouiller toute seule avec la technologie APIPA.